Alors bonjour à tous et bienvenue. On est en train donc d'attendre les participants qui sont petit à petit en train de venir. Chers participants, bienvenue au webinaire, au 7e webinaire Kelobantu. Excusez-nous pour le petit retard, on a eu des petits problèmes techniques, mais nous allons donc commencer. Alors, Nyanda, qui est ma co-animatrice, j'espère que tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Super. Alors, comme Nyanda a un petit problème technique, je ne sais pas si elle va pouvoir nous mettre une caméra peut-être un peu plus tard. Mais entre-temps, il faut penser à elle comme une animatrice de radio. Mais comme elle a une belle voix, les choses iront très bien, n'est-ce pas, Nyanda? Oui, bien sûr, comme toujours. Alors, avant de présenter nos panélistes, j'aimerais pouvoir appeler aux participants ou à l'audience qui nous sommes. Alors, Kelobantu est une plateforme qui contribue au développement du capital humain en RDC grâce à une amélioration des conditions de travail au niveau des ressources humaines des entreprises. Et nous rassemblons les employés et les employeurs pour créer un dialogue social et mettre à lumière les défis et les opportunités pour objectif le renforcement des capacités nécessaires aux deux parties et assurer la durabilité de l'entreprise. Alors, c'est une initiative qui a été faite, c'est une initiative qui a été mise en place par Sodeïco et le SWAP, qui est un programme d'entreprise de la Fédération des entreprises suédoises. Nous avons en octobre dernier lancé le premier forum ou organisé le premier forum du capital humain en RDC. Alors, pour ne pas trop parler, je préfère plutôt vous montrer quelques images, du forum et on va revenir directement ensuite sur notre webinaire. La société Sodeïco, en collaboration avec le Conseil international des industries suédoises, a organisé la première édition du sommet Kelobantu le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2020 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Centré sur le thème du capital humain et du renforcement de capacités, cet événement unique a servi de cadre à des rencontres entre les entreprises, les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, dont les membres de la diaspora. Les intervenants et les délégués venus participer au sommet ont échangé en présentiel et en visioconférence sur leurs différents défis afin d'établir un bilan et de tenter de trouver ensemble des pistes de solutions et de développement concrètes. Pendant 2 jours, des ateliers, des exposés, des formations et des conférences ont permis aux participants d'aborder des questions liées à l'emploi. Pour résoudre ce problème en RDC particulièrement, nous avons lancé un programme qu'on appelait Code Like a Girl, où on forme des filles de 4e, 5e, 6e secondaire à faire de la programmation. La formation, la digitalisation, la gestion de carrière, la santé en milieu de travail, l'optimisation de la productivité, la diaspora. Quand vous suivez qu'est-ce que l'État ils font ici localement, ça ne va pas nous aider à développer. La responsabilité sociétale des entreprises, la diversité et le leadership. Et c'est à ce moment-là que les ressources humaines peuvent établir un bon plan de développement. Simultanément, plusieurs entreprises du secteur de ressources humaines, de télécommunications, de l'industrie et de la formation digitale se sont mobilisées afin de participer au salon baptisé Village de l'emploi, destiné aux chercheurs d'emploi. Ces acteurs clés ont pu communiquer dans cet espace privilégié et totalement gratuit des informations précieuses et proposer des opportunités à plus de personnes sans emploi.
Des formations et des ateliers gratuits étaient également proposés durant ces 2 jours. Kelo Bantou remercie tous les acteurs et participants à cet événement et est impatient de vous retrouver l'année prochaine. Kelo Bantou, sommet sur le capital humain. Allô? Oui, nous t'entendons. Voilà, parfait. Donc, nous allons commencer donc, par remercier nos participants et également nos panélistes. Je te laisse la parole, Mianda, pour pouvoir présenter notre premier panéliste. D'accord, alors bonsoir à tous. Désolée de ne pas pouvoir vous joindre en image, mais je vais tenter d'être autant présente que comme si j'étais en image. Donc, notre première panéliste se nomme Madame Aminata Maïga. Elle est directrice de l'Organisation internationale du travail, donc de l'OIT, dans plusieurs pays, dans l'Angola, le Congo, le Gabon, la République du Congo, le Tchad. Et depuis Kinshasa, elle appuie les mandats tripartites de l'OIT, donc qui renferment le gouvernement, l'organisation des employeurs et l'organisation des travailleurs. Dans la mise en œuvre de ces politiques stratégiques et des programmes de l'agenda du travail décent, à savoir la recherche du plein emploi productif, la protection sociale pour tous, l'utilisation du dialogue social pour résoudre les conflits dans le milieu du travail et la promotion des normes internationales du travail. Donc, bienvenue à Madame Aminata. Notre deuxième panéliste aujourd'hui est Serge Nawej. Serge est avocat d'affaires engagé dans les domaines des finances, des mines et des projets liés à l'Afrique. Il propose des solutions juridiques transfrontalières internationales et assiste ses clients à s'implanter dans les marchés africains. Il est cofondateur de Proxima, un cabinet d'avocats impliqué dans des importantes transactions transfrontalières en Afrique. Il est également perçu comme un stratège d'affaires efficace qui a participé à la mise en œuvre et la réussite d'un grand nombre d'entreprises en Afrique, surtout en RDC, où Proxima a son siège. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs entreprises. Bonjour Serge et merci d'être là parmi nous. Bonjour et merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Notre troisième et dernier panéliste est Monsieur John Cagnoni, qui lui est directeur général de Tembo Power RDC et Metachem SARL. John est également vice-président de la Chambre des mines à l'AFEC. Minier lui-même, il est diplômé de l'Université de Kinshasa dans la faculté de droit. John est aussi donc DG de Metachem, qui est trader de métaux et produits chimiques, ainsi que DG de Tembo Power, une entreprise qui a des projets pour un total de 96 MW dans le Lualaba. Il a été directeur de l'ICE et également membre du comité de vérification l'ICGLR, excusez-moi, sur l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, ainsi que membre du groupe de travail de l'OCDE sur la diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement responsables des minéraux. Merci d'être là avec nous, John. Bonjour Joe, bonjour à tout le monde. Merci de nous. Alors, il y a un petit retour, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un petit écho. Il y a un petit écho, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être toi, John? Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien ou peut-être c'est la connexion de mon hôtel qui n'est pas top, mais moi, je vous entends bien. Là, on t'entend. Sinon, je peux enlever. C'est beaucoup mieux. OK. Oui, merci infiniment. Merci. Voilà, donc Mianda, à toi la parole. D'accord, ben merci pour la parole. Je vais directement poser la question à la seule dame du panel. Donc, Madame Aminata, est-ce qu'elle est… Je n'ai pas encore entendu sa voix. Est-ce que vous allez bien, Madame Aminata? Je vais très bien.
merci pour cette invitation. Et désolée, j'ai une connexion qui est très stable et donc je suis souvent coupée, interrompue, et ce qui fait que je n'ai pas pu réagir quand vous... D'accord, mais nous sommes heureux que vous soyez là. C'est le plus important. Donc, comme je disais, la première question vous sera donc adressée. Nous avons l'honneur d'avoir une femme dans ce panel qui va répondre à des questions assez pertinentes relatives donc, à l'artisanat minier. Et la première question, Madame Aminata, c'est nous savons que présentement, les femmes jouent un rôle très important dans ce secteur, mais qu'il existe en même temps beaucoup d'inégalités. Donc, nous aimerions que vous puissiez un peu balayer les disparités existantes dans ce secteur par rapport à la femme. Merci, Mianda, et je vais essayer de briser la glace en permettant aux autres panélistes qui sont des hommes, hein, et qui vont être un peu plus à l'aise que moi en commençant. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous et comme vous l'avez indiqué, donc, je suis la directrice du Bureau international du travail en RDC. Et le Bureau international du travail, nous nous préoccupons évidemment des questions de travail décent, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Et parmi les grands défis que l'on rencontre dans le monde du travail d'une manière générale, c'est la problématique de l'égalité de genre. Et dans le secteur spécifique des mines artisanales, qui est l'objet de nos échanges aujourd'hui, la problématique de l'égalité des genres se pose avec acuité. Je viens juste de rentrer d'une tournée dans le Haut-Katanga et le Lualaba, où j'ai eu l'occasion justement de rencontrer des femmes qui interviennent dans le secteur des mines artisanales. D'une manière générale, je dirais que les défis que les femmes rencontrent dans ce secteur viennent d'un certain nombre de défis qui sont un peu plus généraux relatifs à leur présence dans le monde du travail. C'est tout d'abord, comme on le sait, les contraintes au niveau des responsabilités familiales qui rendent un peu plus difficile leur présence sur le site parce que quand elles sont là et qu'il y a des enfants en très bas âge, les enfants sont également avec elles. Et comme on sait que généralement dans les mines artisanales, il n'y a pas d'espace prévu pour que les enfants puissent, une personne puisse surveiller les enfants, cela affecte leur présence sur un certain nombre de sites miniers. L'autre élément, c'est les questions d'éducation, de formation. Beaucoup de femmes qui sont dans ce secteur n'ont pas toujours les compétences techniques nécessaires pour pouvoir vraiment tirer avantage des activités sur les sites miniers, ce qui les amène à des activités qui sont les moins rentables, parce qu'il n'y a pas de technicités qui sont offertes, donc elles vont se retrouver soit à nettoyer des résidus de minerais dans l'eau, ce qui ne rapporte pas beaucoup sur le marché. Au-delà des difficultés propres à la femme en termes de compétences, il y a également les difficultés d'accès au crédit, les difficultés d'accès à des permis, qui proviennent aussi d'un certain nombre de pesanteurs culturels, socioculturels, qui sont des défis que les femmes doivent relever. Ce n'est pas très courant qu'on voit des femmes qui sont porteuses de permis d'exploitation. Quelques-unes en ont, et même lorsqu'elles ont des permis, elles ont aussi des difficultés pour pouvoir accéder à un certain nombre de financements qui leur permettent de pouvoir exploiter, mettre en valeur le permis dont elles sont détentrices, sans oublier les difficultés évidemment à accéder à certains sites. Donc, je dirais que le gros défi que les femmes ont, c'est vraiment ces problèmes de compétences et ces problèmes de pesanteur socioculturelle. En plus de cela, il y a un certain nombre de défis qu'on trouve globalement dans le secteur des mines artisanales, mais qui s'appliquent spécifiquement au cas des femmes, spécifiquement aux femmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez un enfant qui est en bas âge, que vous n'avez personne pour s'occuper de l'enfant à la maison, c'est un peu difficile. Et je voudrais terminer cela en parlant le premier problème que les femmes qui sont sur les sites miniers m'ont posé dans le Lualaba, c'était le problème des femmes enceintes. Parce que quand elles sont enceintes, elles ne peuvent pas, ce n'est pas recommandé qu'elles soient présentes dans les sites.
Et donc, la question qui m'avait été posée, c'est d'accord, quand elles ne sont pas enceintes, elles travaillent, mais celles qui sont enceintes, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Elles sont obligées de rester à la maison et n'ont pas de revenus. Juste pour vous donner un peu un exemple du type de défi que les femmes peuvent rencontrer dans les sites miniers artisanaux. Mais il y a des réponses. Il y a des réponses et ces réponses nécessitent l'implication de toutes les parties prenantes, au premier chef desquelles, évidemment, les gouvernements, et peut-être aussi le rôle que les entreprises peuvent jouer, et nous pourrons revenir sur cela. Je voudrais m'arrêter pour cette première intervention. Merci beaucoup, c'est excellent. Mais puisque vous avez parlé des conditions de la femme spécifiquement, et vous avez évoqué la question liée aussi aux enfants, et il est clair qu'il y a un problème de précarité qui se pose dans le secteur. Est-ce qu'il y aurait des pistes de solutions qui pourraient nous emmener justement à des conditions de travail beaucoup plus décentes que vous pourrez proposer ou évoquer tout de suite avec nos participants? Oui, nous venons de terminer ce que nous appelons dans le jargon du BIT une évaluation des déficits en matière de travail décent dans le secteur des mines, avec un accent particulier sur le Haut-Katanga et la loi là-bas. Alors, sur les 4 dimensions de l'agenda du travail décent donc, qui ont été mentionnées, les opportunités d'emploi, notre résultat, c'est que dans les mines artisanales, les emplois, évidemment, sont des emplois précaires, compte tenu de la nature des rémunérations qui sont données là, compte tenu de l'absence de contrat de travail. Est-ce que ce sont des travailleurs indépendants? Quel type de coopérative? Oui. Non, on vous a perdu un petit moment, en fait, madame. Je crois que ça, c'est l'Internet. Je reçois des messages comme quoi c'est instable. Donc, je disais que sur la dimension donc, emploi, les emplois qu'on trouve dans ce secteur sont des emplois précaires qui n'apportent pas la couverture de protection sociale auquel les mineurs artisanaux pourraient aspirer, et particulièrement pour les femmes, donc toutes les questions de protection de la maternité, toutes les questions de travail des enfants. On a participé à la demande du ministre des Mines il y a un peu plus de 2 semaines à une concertation des partenaires techniques et financiers sur la problématique du travail des enfants sur les sites miniers. C'est une problématique qui se pose avec acuité et il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement. Et donc, il y a un travail qui se fait présentement, mais c'est une réalité. Et c'est la problématique générale du respect des droits du travail. Toutes les normes internationales du travail à plusieurs égards que nous pouvons citer sont des défis dans ce secteur. Et c'est par ailleurs des engagements qui ont été pris sur le plan international. Nous sommes ici pour accompagner nos mandants tripartites, donc organisations d'employeurs, de travailleurs et la partie gouvernementale, à trouver des réponses inclusives, des réponses participatives à cette problématique. Donc, la précarité dans le secteur est est critique. Il n'y a pas beaucoup de dialogue au sens de l'OIT, des normes de l'OIT sur le dialogue social, que ce soit le dialogue dans le secteur, donc entre employeurs et travailleurs. Comme je disais, les contrats de travail sont pratiquement inexistants. Le statut des travailleurs n'est pas clairement défini. Le dialogue peut être amélioré également entre les entreprises et les communautés à la base. Donc, il y a un déficit très important en matière de travail décent. Et pourtant, c'est un secteur dont on peut améliorer les conditions de travail dans ce secteur à travers différents programmes bien ciblés, conçus avec la participation de tous, depuis donc, les entreprises, tout le long de la chaîne d'approvisionnement, les communautés, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les gouvernements nationaux et provinciaux et évidemment les entreprises minières qui sont présentes. Merci, madame. On va revenir sur des partenariats plus tard. Je voudrais poser une question à Serge. Et d'ailleurs, peut-être que John pourra également rebondir dessus. Quelle est la responsabilité du gouvernement de la RTC envers la communauté des miniers artisanaux? Et y a-t-il des politiques en place à cet égard? Je voudrais d'abord revenir un petit peu sur un point de Joe. C'est
essentiel. C'est celui de définir qu'est-ce qu'un mineur artisanal. L'activité minière est particulièrement importante aussi aujourd'hui en RDC parce qu'elle a différents types. Et la législation minière prévoit différents types d'exploitation, de la petite mine jusqu'à la mine industrielle. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'un mineur artisanal? C'est une personne qui travaille sur un lieu donné, qui soit une concession qui lui appartienne ou une concession minière qui appartienne à un tiers, qui travaille de manière formelle ou informelle, donc je mettrais presque légal ou illégal, avec des moyens rudimentaires ou relativement simples pour arriver à produire un certain nombre de minerais. Là, pourquoi il y a un accent aujourd'hui sur l'exploitation des mines artisanales? Aujourd'hui, il y a certains minerais, et la RDC est bénie pour ça, on parle souvent de cobalt, de cuivre, mais vous verrez très rarement ou très peu, peut-être pour le cobalt, au Lualaba, ça existe beaucoup, ça existe effectivement beaucoup, des exploitations artisanales sur certains minerais, mais encore, ça reste toujours des minerais bruts. Et une grande partie de certaines exploitations, notamment de certains minerais comme les 3T, ça aurait été intéressant si Ben était là, mais John sera là aussi pour en parler, sont souvent des mines, parce que ces minerais le permettent, en gros, qui sont exploités de manière artisanale. Donc avec des moyens rudimentaires, qui nécessitent très peu d'investissement au niveau de la méthodologie de travail, mais qui reste quand même un problème lorsqu'on veut aller plus loin. Donc aujourd'hui, quand on vient me parler, quand on parle de ce qui est fait pour les miniers et ce que fait le gouvernement, je dirais il y a la part du gouvernement, mais il y a la part aussi des miniers. Mais le problème de l'artisanal, c'est que souvent, c'est presque par dépit qu'on se lance pour ceux qui sont en train de travailler. Ils se lancent par dépit et ils se lancent aussi parce que c'est la seule activité qui, finalement, rapporte de l'argent. Et ce sont des miniers dont le coût de travail, des acteurs dont le coût de travail est vraiment limité. Donc, qui ont un risque encore plus grand d'être exploités, sous-payés. Et si vous regardez le coût de l'exploitation et le coût de la revente de certains minerais, ils sont généralement sous-payés. Il y a des intermédiaires entre le minier ou du moins le travailleur dans la mine artisanale ou dans la mine qui existe, et celui qui, au final, donc l'intermédiaire qui va pouvoir vendre, qui lui va se faire un petit peu plus d'argent. Quand on a compris à peu près comment ça fonctionne, on comprend aujourd'hui que, et c'est pour ça que je comprends les initiatives de Mme Maïga, les initiatives de USAID, les initiatives de plusieurs organisations internationales qui essayent d'encadrer ces miniers. Parce que ces miniers, fondamentalement, artisanaux, n'ont pas de statut. Sauf si on me dit le contraire, mais ils n'ont pas de statut légal, parce que finalement, ce sont des exploitations qui soit n'existent pas ou commencent à exister. Il y a des gens, je pense, comme Ben ou autres, qui ont pu organiser ça sous forme au départ de coopératives, qui ont pu faire en sorte que ces miniers, après, puissent avoir un statut. Donc, le seul moyen aujourd'hui, et on ne peut pas nécessairement reprocher à l'État, ça c'est ma position, de dire que l'État ne fait rien pour les miniers. Non, on doit reprocher à nous-mêmes et à peut-être des gens comme moi qui sont avocats, qui sont conseils, de ne pas structurer ces miniers artisanaux. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important, et ça passe aussi par toutes ces organisations internationales qui sont souvent de très très bonnes compositions, mais qui n'ont peut-être pas les conseils qu'il faut pour pouvoir structurer ces miniers-là. Parce que fondamentalement, ce qui serait la plus belle des choses à faire pour un Congolais, c'est de voir ces miniers évoluer de la mine rudimentaire vers une mine semi-industrielle, et pourquoi pas industrielle avec des modalités particulières où il pourrait aller. Et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'éducation suffisante qui est prodiguée auprès de ces miniers artisanaux pour leur donner un statut, je dirais, économique et commercial. Alors, je vais juste couper là pour passer, parce que tu as parlé t'as parlé d'un modèle et d'un potentiel modèle. Alors, je voudrais demander donc à John, si lui, il peut me dire, parce qu'on a eu une petite discussion avant le webinaire, si lui, il peut me dire qu'est-ce que lui pense est le meilleur modèle pour formaliser l'artisanat minier à petite échelle, un peu comme donc Serge avait commencé à discuter de ça et était en train de donner sa vision. Mais si John, tu peux nous donner cette vision de qu'est-ce que toi tu penses est le meilleur modèle, et après on pourrait peut-être retourner ces Serge aussi, et aussi chez Madame Maïga, pour qu'elle aussi puisse nous expliquer, nous dire ce qu'elle pense qui pourrait être le meilleur modèle. John, s'il te plaît.
Merci Joe. Bon, je m'excuse d'abord, ma connexion n'est pas très stable, hein. J'espère que vous arrivez quand même à m'entendre, quoi. C'est laborieux. On t'entend très bien. Voilà pourquoi on se bat pour investir aussi dans la fibre optique, au moins qu'on soit à même d'avoir une connexion de bonne qualité. Je ne sais pas si vous me suivez. On te suit très bien. Très bien, très bien. Ah, comme il venait de le dire. Joe, je ne sais pas si tout le monde m'entend. On t'entend bien. Oui, OK, merci beaucoup. Merci, Joe. Merci. Ouais, il a disparu. Je crois que le problème persiste. Peut-être que Mme Aminata pourrait peut-être répondre à la question avant que John revienne. Et puis Serge pourra reprendre aussi. Oui, avec plaisir. Alors, la question pour nous de la formalisation, l'OIT, nous l'abordons à travers un certain nombre d'instruments internationaux qui ont été élaborés par l'organisation. John, tu es de retour? Tu nous entends? Moi, je vous entends, mais c'est terrible, hein? Je vais me plaindre après. Après la réunion, je vais essayer un peu de me plaindre. Bon, moi, je voudrais d'abord relever quelque chose qui est vraiment important. Il ne faut pas oublier que l'artisanat, c'est quand même des millions et des millions d'emplois. Ça, c'est la première des choses qu'il faut reconnaître. Nous sommes dans une économie où pratiquement l'informel a prévalu sur tout ce qui est formel. Il faudrait vraiment noter ça. Alors, nous, on a eu quand même de bonnes expériences à l'est du Congo. Je voudrais rebondir sur ce que Serge était en train de dire. Chez nous, à l'est, on a fait quand même un effort pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait formaliser cet artisanat. Comment on a procédé? Nous nous sommes inspirés de notre code minier pour nous rassurer d'abord, on identifie la majorité de tous ceux qui sont dans la filière. Là, je suis en train de parler des 3T. Et en les identifiant, on se dit, voilà, la meilleure façon pour vous, pour arriver à faire quelque chose, il faut impérativement vous organiser sous les coopératives. Et les résultats ont été fantastiques, hein. Ben, malheureusement, n'a pas pu peut-être... D'abord, on identifie une bonne expérience qu'ils ont eue avant de connaître les difficultés que nous avons par rapport à sa mine. Donc, la meilleure façon pour faire quelque chose, il faut organiser sous les coopératives. Il n'y a pas de coopérative. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, quand on les organise sous les masques que nous avons par rapport à sa mine, les IVP, il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Comment est-ce qu'ils peuvent d'abord travailler dans les meilleurs des organiser sous la... Hey. C'est vraiment dommage. Mais il va revenir. Bon, je vais essayer avec mon téléphone. Peut-être que ça pourrait aller mieux que mon laptop, hein. OK. Je vais éteindre mon laptop. Double emploi. Ça va. Madame Maïga, on va vous prendre alors entre-temps. On vous reprend. Entre-temps, j'espère que vous êtes là. Allô, vous m'entendez? Ah, OK, on t'entend très bien. Bon, je préfère avec mon téléphone en espérant qu'il ne va pas non plus me trahir. Donc, je disais, on les formalise, on s'organise pour qu'ils travaillent tous dans le meilleur des conditions. C'est ce qu'on essaie un peu de faire. Mais en les organisant par rapport à la coopérative, on doit se rassurer que est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions par rapport à tout ce qui est environnement? Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'ils travaillent dans les bonnes conditions par rapport à d'autres aspects qui ont été relevés par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans l'ex-province de Katanga et au Lualaba? Les travails des enfants, les femmes qui travaillent sur les mines, comment ils sont en train de travailler. Et par rapport à ça, on a trouvé un cadre qui était adéquat. Vous l'avez relevé, Joe, quand on a commencé la réunion, c'est l'OCDE. Et nous, on a travaillé sur 3 volets. Je voudrais peut-être y revenir après. On a travaillé d'abord sur l'aspect formalisation. On a travaillé sur un aspect pratiquement de tout ce qui est diligence raisonnable, savoir un peu quels sont les acteurs qui sont dans toute la chaîne d'approvisionnement, de la mine jusqu'au point d'exportation. Au-delà de cet aspect-là, on s'est dit, est-ce que tout le monde qui travaille dans la filière fait un effort pour se rassurer qu'il est en train de respecter pratiquement tout ce qu'on a posé comme règles déjà, les guides que nous avons d'ailleurs adoptés nous tous. Et ce guide-là, il va même au-delà même de notre pays. Il va un peu plus loin. Il engage tous les acteurs au niveau national, au niveau régional et au niveau même international. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est celui qui est de la certification, mais une certification qui était d'abord purement congolaise, mais qui est devenue régionale après. Et enfin, à la fin, on se rassure aussi donc, que tout ce qui reçoivent nos produits
adhèrent aussi aux principes que nous avons mis ensemble. Donc, je voudrais un peu m'arrêter là. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Les défis, on a pu quand même répondre à certains défis dans la filière des 3T. C'est très compliqué pour l'or. Je pourrais peut-être y revenir dans les minutes qui suivent. Je préfère m'arrêter là au moins pour le moment, pour vous dire que les défis sont immenses, mais on peut y arriver. On peut y arriver, mais on est buté à beaucoup d'autres problèmes qui puissent peut-être permettre à ceux qui travaillent dans les bien meilleures conditions. Madame Maïga, s'il vous plaît. Merci. Je t'ai coupé un moment et j'avais basculé sur le téléphone. Aussi. C'est la technologie. On va jongler entre les deux jusqu'au bout. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exemple qui vient d'être présenté et pour moi, c'était vraiment un peu comme, je dirais, une douce musique à mon oreille parce que c'est le message qu'au niveau de l'OIT, nous passons. Formaliser une mine, faire la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle est quelque chose que l'OIT promeut, tout simplement parce que des entreprises formelles, des activités économiques formelles offrent de meilleures conditions de travail pour les travailleurs, offrent le respect, plus de respect des normes internationales du travail et les réglementations dans les pays. Donc, pour nous, la formalisation est quelque chose de très important dans tous les secteurs économiques de ce point de vue. Alors, pour soutenir notre action dans ce domaine, puisque l'OIT est une organisation qui est normative, donc qui définit essentiellement les normes et les conventions qui régissent certaines activités dans le monde du travail, il y a une recommandation qui a été adoptée en 2015 par les mandants tripartite de l'OIT, qui est ce que nous appelons dans notre jargon la recommandation 204, qui porte sur la transition de l'économie formelle vers l'économie informelle et qui indique quelles sont les mesures, d'abord le phénomène de l'informalité, d'où est-ce que ça vient, quelles sont les mesures qui doivent être mises en place. Les mesures par le gouvernement, évidemment le cadre réglementaire qui est incitatif et toute la réforme du secteur. Et si nous prenons le cas particulier de la RDC, il y a un certain nombre de textes qui ont été pris depuis l'adoption du dernier code minier. Il y a eu un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris par le ministre des Mines et qui avaient entre autres ambition de pouvoir améliorer les conditions de travail, même si ce n'était pas l'objectif précis, mais qui fait que l'activité minière artisanale, les fameux 15 à 20%, doit se faire à travers les coopératives. Ça, c'est un moyen, comme l'exemple donné tout à l'heure, parce qu'une coopérative est une entreprise qui est formelle, qui est censée respecter la réglementation du point de vue du Code du travail, mais également toutes les réglementations environnementales, les règles de santé, sécurité, d'hygiène sur les lieux de travail et particulièrement dans le secteur minier. Donc, je dirais que du point de vue du cadre, sans être tout à fait expert, mais quand on a regardé quand même les arrêtés, s'ils sont mis en œuvre, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse améliorer les conditions. Mais ce que nous disons à l'OIT, c'est que la formalisation ne se décrète pas. Il est important de comprendre, au-delà de ce que nous tous nous disons, les tracasseries administratives, la complication, l'éducation, de bien comprendre dans un secteur particulier pourquoi est-ce que le phénomène d'informalité est important afin de pouvoir apporter des réponses les plus pertinentes. Et si je prends le secteur minier, il y a un point qui a été souligné par les différents intervenants, c'est un secteur qui coûte très cher du point de vue de l'investissement. Et la question posée par le deuxième intervenant, c'est ça, qu'est-ce qu'on entend exactement par activité production artisanale minière? Quel est le statut de ceux qui sont dans ce secteur? J'ose pas dire les travailleurs, j'ose pas dire les employés, mais quel est leur statut? Ce que moi j'ai vu sur le terrain, c'est que les coopératives sont censées être un moyen de formaliser parce qu'à travers les coopératives, on a accès, on a un statut de membre de coopérateur et la coopérative est censée donc respecter toutes les réglementations, y compris donc la protection sociale, l'accès à des programmes de formation et tout. Mais est-ce que c'est le cas dans la réalité? Je pense qu'il y a un besoin qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des coopératives minières. Parce que ce que j'ai pu comprendre quand j'étais sur le terrain, c'est qu'il y a certaines coopératives qui sont en train d'être structurées
et qui respecte ce qu'on attend d'être une vraie coopérative. Mais il y a beaucoup de cas où les artisans miniers font de la transhumance, passent d'une coopérative à une autre. Les textes prévoient qu'ils aient une carte. La carte devrait leur permettre de pouvoir accéder, les identifier et pouvoir accéder à un certain nombre de services. Mais apparemment, cela ne fonctionne pas tout à fait comme il faudrait. Donc, comme le disait l'intervenant précédent, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour nous, c'est cela qui reste la vraie porte dans le contexte artisanal minier qui touche beaucoup de personnes. C'est aussi un phénomène social. Lorsqu'on me donne les chiffres qu'on passait du temps de la GECAMIN à 30 000 travailleurs de bons emplois formels, avec les conditions sociales attachées, qu'aujourd'hui on est rendu aux alentours de 7 000, 6 000 et qu'on parle peut-être avec la mécanisation ou l'automatisation dans les grandes villes à peut-être 1 000, 2 000 emplois, de bons emplois comme nous le disons chez nous, alors il y a un problème social qui est devant nous. Que faisons-nous de tous ces dizaines de milliers de mineurs artisanaux? Est-ce qu'ils pourront tous être récupérés par des coopératives? Je crois qu'il y a une réflexion profonde à mener. Mais la coopérative est un bon moyen de formalisation, mais encore, il faudrait bien faire les coopératives. Je vais m'arrêter là. Joe, je vais peut-être, si vous me le permettez, réagir directement à moi. Vas-y, vas-y. Alors, juste après toi, Serge, je pourrais le faire. Oui, je voudrais d'abord dire à Mme Maïga que la cartographie de l'artisanat minier est différente par rapport même à la dimension, à la taille de notre pays. Les difficultés, par exemple, qu'il y a dans la partie Est, moi je suis du Nord Kivu, donc nos réalités à partir de l'Ituri jusqu'au sud Kivu, en passant par le Maniema et le Nord Kivu, sont complètement différentes que, par exemple, que celles que nous avons aujourd'hui au Katanga. Je m'explique. L'artisanat minier chez nous est le résultat surtout de certains sites qui ont même été découverts par des artisanats miniers eux-mêmes. Je donne un exemple. On a l'une des plus grandes mines probablement d'étain au monde aujourd'hui, qui est la mine de Bissié. C'est une mine qui a été découverte quasiment par les artisanaux, donc les exploitants artisanaux. Nous avons la mine de Ben, SMB, elle a été découverte par les exploitants artisanaux. Nous avons aussi ce qu'il y avait à l'époque avec la Somenki qui est devenue la Sakima et tout ça. Alors, ça, c'est une particularité. Chez nous, pour les 3T, je le répète encore avec vraiment confiance, on a fait des avancées significatives sur tous les volets que j'ai mentionnés. La diligence raisonnable, il y a même un système qu'on appelle d'étiquetage qu'on a mis en place où pratiquement tout est tracé de la mine jusqu'au consommateur final. Et enfin, la certification régionale. Mais maintenant, au Katanga, je voudrais quand même revenir et parler un peu du Katanga. Qu'est-ce qui se passe? Au Katanga, nous avons la GECAMIN qui est entrée soit en joint venture avec des groupes internationaux et nous avons aussi la GECAMIN elle-même. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle EGC, c'est l'entreprise générale du Congo, du cobalt plutôt, qui va s'occuper uniquement du cobalt d'exploitation artisanale. Je voudrais quand même vous donner les chiffres pour qu'on ne parle pas dans le vide. Aujourd'hui, l'exploitation artisanale, rien que pour les cobalts, équivaut plus ou moins à 20% de l'exploitation de tout le pays. Et si je projette ça, si l'exploitation du monde, on est en train de parler d'une fourchette qui est entre 25 et 30% de la production mondiale. Qu'est-ce que le gouvernement a décidé? De ce côté-là, on travaille aussi avec le gouvernement. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un établissement qui est bien spécialisé, c'est ce qu'on appelle les SAESCAM, qui est devenu les SAEMAP aujourd'hui. Leur rôle, c'est encadrer les artisanaux. Est-ce qu'ils les font? Bon, ça, c'est un autre débat. On ne voudrait pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que EGC va faire concrètement? EGC va travailler étroitement avec par exemple, des grands traders, pour ne pas le citer, c'est Trafigura, qui a même financé EGC à concurrence de 60 millions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va canaliser pratiquement toute la production artisanale, mais pas seulement pour l'acheter, mais on va aussi se rassurer que les exploitants artisanaux travaillent dans les bonnes conditions. C'est ça les rôles. Donc, les rôles, il est au niveau réglementaire où on a un code minier qui est très clair. Serge l'a relevé, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi une entreprise d'État qui s'appelle la GECAMIN qui était en train de perdre pratiquement toute sa production parce que tout ce qu'on rachetait allait vers des entreprises locales, je ne vais pas le mentionner, et que ce soit congolaise, indienne ou chinoise. Et à la fin, la GECAMIN ne se retrouvait pas.
Et là, avec ces systèmes, on va essayer un peu de canaliser. En termes de revenus, non seulement ces exploitants artisanaux vont être payés à des prix qui sont justes, mais au-delà de cet aspect-là, en termes vraiment de rentrée pour l'État, ça va renforcer aussi la GECAMIN. Mais ce n'est pas en continuant à faire l'exploitation artisanale. On va progressivement voir comment est-ce qu'on va accompagner, et j'essaie pour passer peut-être dans une situation où il peut être mécanisé et prendre pratiquement une bonne partie de ces exploitants artisanaux comme employés. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser le débat. Serge, je viens de répondre à l'une des questions. Oui, voilà. Serge, je viens de répondre à l'une des questions que l'on avait, qui était justement le modèle des coopératives n'étant pas parfait. Est-ce que l'embauche des personnes qui œuvrent par les entreprises minières ne serait pas une solution pour essayer de résoudre toutes les problématiques qui sont liées, comme Mme Maïga l'a dit tout à l'heure, il y a encore des miniers artisanaux qui sont en train de bouger d'une coopérative à une autre. Le statut n'est pas encore bien défini de ces coopératives-là. Est-ce qu'il ne serait pas plus bénéfique d'avoir les compagnies minières engager directement les miniers artisanaux comme employés? Je peux répondre à ça. Oui, mais Serge, tu peux y aller. Hein? Tu peux y aller, Serge. Cette question. Aujourd'hui, Mme Maïga l'a mentionné. La plupart des mines aujourd'hui sont en train de passer à une forme d'autonomisation qui est poussée jusqu'à son paroxysme. Si on voit par exemple certaines mines surtout industrielles, hein, évidemment on parle de ce qui est industriel, les miniers dont on parle généralement sont des miniers qui sont plus dans l'activité industrielle, voire à certains moments semi-industriels, mais qui tendent à limiter le capital humain dans l'intervention. Aujourd'hui, vous voyez des mines qui sont complètement opérées depuis une chambre d'hôtel, j'exagère un petit peu, et qui sont basées uniquement sur les nouvelles technologies. Donc, aller vers une option aujourd'hui d'engager ces miniers par des sociétés, du moins les miniers artisanaux, dans les structures des mines classiques qu'on connaît et qui, surtout quand elles sont financées depuis l'extérieur, c'est quelque chose que je ne vois pas. Aujourd'hui, la plupart des mines qu'on voit en RDC qui sont financées, comme je dis, par l'extérieur, essayent d'avoir des critères de performance, parfois même moins de production que de performance, c'est-à-dire qu'on doit produire un petit peu plus pour faire gonfler les cours miniers de la mère ou la grand-mère qui se trouve à Toronto, pour pouvoir permettre à ses actionnaires, aux fonds de pension et autres, de garder confiance pour continuer à investir. Et également, ça a toutes des concessions, il y a toutes des conséquences au niveau des coûts qui sont particuliers, au niveau de CAPEX, OPEX. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais me faire aussi beaucoup d'ennemis si je donne trop de détails. Mais en réalité, on se retrouve dans une problématique qui est assez particulière. Donc ça, pour moi, ce ne sera pas une option. En revanche, une des options qui est particulière, c'est qu'on tend toujours à essayer d'appeler, de donner des noms différents à quelque chose qui est particulièrement simple. Qu'est-ce qu'un minier artisanal? Ma question était un petit peu provocatrice. Fondamentalement, le minier artisanal, c'est un travailleur indépendant. Et notre législation du travail encadre parfaitement ce qu'est un travailleur indépendant. La coopérative est juste un environnement dans lequel ce travailleur indépendant va pouvoir faire valoir son activité, encadrer cette activité, et ça va plus loin. Mais il y a toute une chaîne d'intervenants. Ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à EGC, j'ai eu la chance de participer à certaines réflexions autour de là. Évidemment, c'est une idée qu'il y a là. EGC, fondamentalement, travaille comme quoi? C'est un comptoir. Aujourd'hui, ce qui manque peut-être dans l'arsenal, et on ne pourra pas faire un comptoir partout. Et John a bien montré en réalité que les problématiques sont différentes de région en région ou selon même le type de minerai. Donc, on va devoir, et les miniers artisanaux, on le retrouve souvent sur l'or et les 3T, aussi sur le cobalt, dans certaines régions, particulièrement au Lualaba, et les organiser aujourd'hui en coopératives, et ces coopératives qui vont passer par un comptoir, et ce comptoir va mettre les règles en réalité, et va mettre des standards particulier pour permettre à ces miniers d'aller plus loin. Et si le comptoir peut préfinancer même l'activité artisanale, ça va permettre de mieux organiser ça en termes de matériel, en termes de sécurité, en termes d'assurance, en termes d'un certain nombre de choses qui font que même les sites sur lesquels les miniers artisanaux pourront travailler seront structurés d'une telle sorte que on pourra même conserver ces sites pour pouvoir faire de l'exploitation, je dirais, semi-industrielle ou industrielle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mines artisanales ou l'exploitation artisanale, surtout sauvage,
abîment parfois des sites miniers et les rendent quasi inexploitables avec des méthodologies industrielles ou semi-industrielles. Donc, les miniers ont tendance aujourd'hui à tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'artisanaux sur leur site. Et quand il y a une invasion, comme eux-mêmes le disent, de mineurs artisanaux, c'est assez catastrophique. Et pourtant, on a un pays qui permet à ces travailleurs indépendants, parce qu'aujourd'hui, on va parler toujours de l'économie informelle, mais au fond, cette économie informelle représente des travailleurs indépendants qui ne sont pas captés par le système formel qui, lui, est basé sur, je dirais, le welfare, avec le côté social, avec toutes les cotisations qu'ils peuvent faire, les taxes qui en découlent. Donc aujourd'hui, le travail, puisque la première question qui venait de venir, j'essaie un peu de couvrir tous les trucs en 2 minutes, mais le travail du gouvernement, c'est peut-être essayer de faire en sorte qu'il y ait une fiscalité adaptative et adaptée pour ces travailleurs indépendants en particulier, ce qui permettra en réalité de les faire rentrer dans un secteur formel, depuis l'exploitation jusqu'à la vente, avec la possibilité même d'avoir des accords avec des structures financières comme des banques, puisqu'elles savent que d'office, les minerais vont passer par une structure connue qui est le comptoir, pas nécessairement la coopérative, mais un comptoir dans lequel il y a différents organisateurs ou organisations qui sont là pour pouvoir overview, avoir un point de vue, une vue là-dessus d'organisation. Ça va permettre en réalité de créer petit à petit une formalisation qui va rendre ces travailleurs des vrais travailleurs indépendants avec des assurances, avec la possibilité aujourd'hui aussi d'avoir des programmes de recyclage. Parce que c'est ça le gros problème. Une fois que ces coopératives seront bien organisées, que le travail sera structuré, c'est le même phénomène qui arrivera. On va diminuer le nombre de personnes qui travaillera et il faudra leur trouver d'autres travaux. Tous les programmes de formation dans les infrastructures, parce qu'il y a toujours des infrastructures annexes, dans la construction, dans l'agriculture, et ça va permettre à ces gens-là de se recycler. Je ne vois aucun individu ou un être humain normalement constitué aller prendre le risque de sa vie dans des tunnels parfois qui risquent de s'écrouler à tout moment pour des revenus qui sont relativement faibles au final. Donc, un mineur artisanal, à mon sens, dont la situation est améliorée, qui a une rémunération, quelle qu'elle soit mensuelle ou quelle que soit l'ingénierie financière qui est mise là-dessus, aura tendance à sortir de son trou pour essayer de rester un petit peu plus à l'air libre. J'en suis convaincu. Donc, c'est un petit peu les différents points que je voulais couvrir. C'était le statut du minier, c'était le fait que l'organisation est possible et c'est le rôle d'un comptoir. Et je pense que EGC sera un grand succès de ce point de vue-là parce qu'il y a eu des lois, il y a eu des règles qui ont été prises pour faire en sorte maintenant que toute la filière de cobalt artisanale, en tout cas au Lualaba, et je ne sais pas si ça concerne aussi le Katanga, je n'ai pas suivi jusqu'au bout, qu'elle passe par EGC qui au fond est un comptoir, mais un comptoir qui va mettre une ingénierie financière. Donc ce sera aujourd'hui et c'est très bien parce qu'on sait sur qui tirer. Si demain l'industrie artisanale en RDC ne fonctionne pas, il faudra tirer sur EGC parce qu'ils ont tous les leviers aujourd'hui pour pouvoir encadrer ces artisanaux. Très bien, merci. En fait, il y a une chose qui a été évoquée, si Joe, tu me permets, parlant de taxation, parlant de cotisation, et, nous parlons souvent des responsabilités sociales qui sont aiguës autour du secteur minier. Comment s'assurer qu'en contrepartie de toutes ces cotisations, toutes ces initiatives, le minier artisanal, en fait, accès aux services publics. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Serge, l'accès au recyclage, aux formations, aux services de retraite, aux services de santé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être assuré par la responsabilité sociale des entreprises minières ou est-ce qu'il faut avoir un regard sur la responsabilité du gouvernement pour assurer l'accès à ces services-là? Je vais diriger la question vers Mme Maïga, puisqu'elle parle de travail décent et qu'elle est dans la tripartite. Elle peut peut-être évoquer un peu comment est-ce que la question d'accès aux services est assurée à cette communauté de miniers artisanaux. Merci. Je voudrais un peu rebondir sur ce que l'intervenant précédent vient de dire. Je pense, Serge, comme je le dis, il y a une réforme dans le secteur suite à l'adoption du Code minier et les différents arrêtés qui ont été pris par le ministre des Mines. Et nous pensons que si ces arrêtés sont appliqués et que l'État se donne les moyens de les mettre en œuvre, y compris la création d'EGC, c'est une réponse qui apporte, en tout cas, les différents textes apportent une réponse
très intéressante à la problématique qu'on a, parce que je pense que la présence de l'EGC va permettre de couper un peu tous les intermédiaires au milieu de la chaîne qui font que la rémunération finale qui reste dans la main des artisans miniers est tellement faible à cause de tous les coûts d'intermédiaires, et bon, vous connaissez mieux le secteur que moi. Donc, en cela, je dirais que c'est vraiment porteur d'espoir. Ça permet de diminuer un peu toutes les questions d'informalité et d'achat dans les comptoirs clandestins et tout cela. Donc, on a quand même beaucoup d'attentes, je dirais, dans l'application effective de ces mesures. Et en tant qu'OIT, nous allons faire notre contribution, y compris le renforcement de la CSMAP, ainsi de suite, pour pouvoir mieux jouer son rôle, notamment en matière d'encadrement des coopératives. Mais je voudrais quand même faire une remarque par rapport à cette option de choisir le statut de travailleur indépendant pour ces milliers d'artisans miniers. C'est une conviction personnelle. Je ne suis pas nécessairement convaincue que c'est le statut de travailleur indépendant au sens de indépendant des coopératives, parce que le nouveau système base le secteur sur la création des coopératives. Il faut appartenir à une coopérative. Je ne suis pas convaincue qu'en étant travailleur indépendant dans un contexte actuel où il n'y a pas encore d'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants, ça c'est un dossier que je connais assez bien parce que nous allons bientôt commencer le processus d'accompagnement pour voir dans quelle mesure les services de sécurité sociale peuvent être étendus aux travailleurs indépendants, et ça pourra peut-être à ce moment offrir une option. Je ne suis pas convaincue que c'est la bonne façon de faire la transition vers l'économie formelle. La notion de coopérative, de qu'est-ce que c'est qu'une coopérative au sens coopérative promu par l'OIT et l'acte uniforme de l'OADA, je m'interroge si réellement des travailleurs indépendants ont cette forme, parce que la coopérative est une forme d'entreprise qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages financiers, fiscaux, ainsi de suite dans les pays, à cause de son caractère démocratique. Ça veut dire un membre, une voix. C'est ça une coopérative. Une coopérative, ce n'est pas une association. Une coopérative, c'est une entreprise qui a un certain nombre d'obligations sociales. Et pendant longtemps, les modes de coopérative que nous voyons dans beaucoup de pays africains, il y a des regroupements qui ont des tests, qui font certaines activités et qu'on appelle, je dirais, abusivement coopératives. Je viens de faire une présentation devant le Conseil économique et social pour bien expliquer ce que c'est qu'une coopérative au sens de l'acte uniforme de l'OADA. Et je pense que sur ce plan, il y a beaucoup de choses que nous devons certainement revoir dans le secteur. La question précise que vous posiez, je pense que dans des communautés, et on l'a vu dans d'autres régions de la RDC, il y a des modèles qui peuvent être développés pour permettre à des populations vulnérables de pouvoir accéder à des services sociaux de base. Pas nécessairement par les modèles genre Caisse nationale de sécurité sociale, mais vous avez des mutuelles communautaires. Vous avez des mutuelles communautaires dont le membership peut permettre aux gens d'accéder à des services sociaux de base, à des centres médicaux, à des soins. Mais pour cela, il faut que ces centres existent. Donc, on travaille aussi bien du côté de l'offre que du côté de la demande en soins de santé. Donc, c'est possible. Et je pense que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'OIT a eu pendant de très nombreuses années des interventions pour mettre en place des mutuelles communautaires. Et je pense que ce sont des belles expériences, ce sont des modèles qui existent aujourd'hui et on peut regarder dans quelle mesure ce genre de modèle peut être développé dans des zones à forte production, présence minière en dehors du Sud et du Nord Kivu. Donc, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être développés qui ne sont pas nécessairement des modèles purement publics, qui sont à mi-chemin entre des modèles publics et modèles privés. Et je pense que c'est le lieu où des entreprises formelles ou industrielles ont un rôle à jouer. Lorsqu'il y a des modèles de responsabilité, des systèmes de responsabilité sociétale des entreprises, les ressources qui sont réinvesties dans la communauté immédiate peuvent être
utilisé au-delà d'uniquement construire un certain nombre d'infrastructures. C'est pour cela que nous, au niveau de l'OIT, nous avons ce que nous appelons la déclaration tripartite des entreprises multinationales qui présente un cadre qui permet à des entreprises d'interagir avec leur communauté en contribuant au développement économique et social de leur communauté et sur toutes les dimensions du développement économique et social. Et nous pensons que ce genre d'instrument peut permettre qu'il y ait ce dialogue entre les entreprises, entre les communautés, entre les travailleurs artisanaux miniers et entre les coopératives. Dans le secteur agricole, vous avez parlé tout à l'heure des entreprises minières qui n'aiment pas beaucoup avoir sur leur concession des mineurs artisanaux. Bon, mais on sait que les migrations de population se font dès qu'il y a un boom sur un minerai, les populations se déplacent automatiquement pour aller chercher du travail, ce qui est tout à fait naturel. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que on vous a perdu? Vous pensez qu'on peut avoir Madame Magab? Oui. Quand vous vouliez poser la question, on vous a perdu. Oh. OK. Là, ça va? Vous m'entendez? Là, ça va, oui. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. On peut avoir cette coexistence et d'une entreprise minière industrielle et je vois Serge qui sourit, et d'une coopérative que l'entreprise aura accompagné à se formaliser, à se structurer. En tout cas, pour ce qui concerne le secteur un peu du cobalt, parce que c'est un peu ce qui est à la mode, où tout le monde se met, on voit beaucoup d'intervenants, il y a des tentatives pour essayer de structurer, de formaliser les coopératives, de les accompagner à respecter les questions de santé, sécurité au travail, la réglementation, la législation et tout ça. Mais en même temps, dans mon dialogue avec certains miniers, ils m'ont dit qu'eux, ils n'en veulent pas du tout. Ils n'y croient pas. Ils pensent que le mieux, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'entreprise de mine artisanale, sauf que c'est une réalité sociale. Donc, je pense que certains nommes pourront être réversés dans d'autres secteurs et vous avez donné des exemples. Le modèle typique comprend l'agriculture. Je crois que l'agriculture ne pourra pas absorber tout le monde. Vous avez la construction des infrastructures. On peut construire des infrastructures dans plusieurs territoires avec des approches à haute intensité de main-d'œuvre de manière durable, pourront récupérer quelques milliers de jeunes là-bas et travailler à un développement économique local inclusif qui permettrait de voir toutes les opportunités de transformation des potentiels économiques des différentes communautés. C'est à cette condition qu'on pourra insérer le reste et que quelques-uns pourront rester au niveau des coopératives, mais là, des vraies coopératives où ils sont opérateurs, ils ont leur voix à donner. Coopérative ne veut pas dire que c'est le trésor qui va prendre les décisions. On peut mettre une coopérative peut avoir un groupe de gestion comme une entreprise, mais les propriétaires de la coopérative restent les travailleurs miniers. Mais si nous avons des coopératives qui appartiennent à d'autres personnes et que les travailleurs miniers ne viennent juste que vendre leur main-d'œuvre, là, je ne suis pas sûre que la question de la précarité des conditions aura trouvé une réponse. Merci. Moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce que Mme Maïga est en train de dire. Hein. D'abord, John, avant que tu rebondisses, excuse-moi, quand tu auras fini de rebondir, on va quand même prendre quelques questions des participants de l'audience parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, avec je te laisse plaisir, la parole. hein. Donc, tu peux peut-être rebondir et puis après prendre une question que j'ai vue que tu voudrais répondre, celle de Papi Combi. OK. Bon, malheureusement, avec les téléphones, c'est pas toujours très évident de bien lire. Je vais la relire. On va la relire, oui. OK. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je voudrais d'abord relever quelque chose. Hein. Moi, je suis contre ce que madame était en train de relever tout à l'heure là, où on privilégie plutôt à donner de l'emploi aux gens. C'est vrai que c'est la meilleure option en termes de sécurité, en termes de durabilité, mais je voudrais vraiment qu'on fasse la part des choses. Regardez ce qu'est les Katanga aujourd'hui. Et je me bats toujours avec mes frères Serge Edi Katanga
il sait ce que je vais dire. Je me bats toujours contre mes frères du Katanga. Je leur dis, écoutez, regardez-nous au Nord Kivu. Je prends l'exemple de ma province. Chaque activité qu'il y a dans n'importe quel domaine nous appartient à 100%. Nous sommes un pays qui est un pays de référence mondiale par rapport à être un pays minier. Je vais être écrit dans ce que je vais dire. On n'a pas de Philippe Motsepe chez nous, on n'a pas de Ramaphosa, on n'a pas de Turco Sekwale, alors que nous, on était plus, en termes de potentiel, un peu plus avancé même par rapport à ces gens-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au Katanga, il y a ce qu'on dit, on a toujours dit « Jekamine Njo Baba, Njo Mama ». En Swahili, plutôt en français, ça veut dire que Jekamine, c'est lui qui est mon père, c'est lui qui est ma maman. Les gens ont développé pendant des années une culture d'employés et qui est rentrée dans la tête des gens. Et alors que si nous nous étions bien organisés, on avait vraiment été avisés, on ne serait pas aujourd'hui en train de faire uniquement la sous-traitance et encore là, avec une compétition qui vient d'ailleurs. Moi, j'ai souscrit à une capacité organisationnelle, même si elle est petite soit-elle, que les gens montent progressivement, mais que ce soit ces gens-là qui gèrent leurs affaires. Avoir du travail, c'est bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez être travailleur aujourd'hui, les prix chutent. Qu'est-ce que vous devenez? Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut répondre à ces questions-là? C'est pour ça que moi, je pense que si nous n'utilisons pas aujourd'hui nos mines comme levier pour diversifier notre économie, on ne va nulle part. Moi, je préfère que celui qui a investi, qui a gagné de l'argent, s'il a gagné 10 $, il prend 5 $, il va faire les maïs. Il prend 5 $, il va faire l'élevage. C'est comme ça qu'il faut avancer. Les mines, on l'oublie, on n'en parle pas souvent. Une bonne mine a une durée de vie de plus ou moins 30 ans. Exception faite peut-être aux gisements comme les gisements qui ont été découverts par Ivanhoe, qui dépassent même 100 ans. C'est pour ça qu'il faut impérativement que la culture d'entrepreneuriat soit celle qui soit privilégiée. Je vous donne encore l'exemple de ce qui se passe chez nous au Nord Kivu. Celui qui a fait les coltans, qui a fait la cassiterite, qu'est-ce qu'il fait? Il investit, il achète un champ. Et dans ces champs-là, il cultive. Dans ces champs-là, il élève. Et ça change complètement la donne. Et quand les prix chutent sur le marché international, il a une activité secondaire qui lui permet un peu plus ou moins de tenir pendant le moment difficile. C'est ça qu'on doit impérativement privilégier. Donc moi, vraiment, madame, je sais bien que vous êtes de l'OIT, vous battez pour que les gens aient du travail, mais nous devons aussi créer une vraie culture d'entrepreneur. Et j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Je voudrais peut-être m'arrêter là. Et pour revenir, Joe, vous savez pourquoi Serge qui est là aujourd'hui, il travaille aussi dans une certaine manière comme avocat dans l'énergie. Pourquoi Eric Monga l'a fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi Yves Kabongo l'a fait? Parce que nous avons raté une grande opportunité comme entrepreneur par rapport aux mines. On s'est dit, nous sommes un grand pays avec un grand potentiel dans tout ce qui est un peu énergie renouvelable. On doit avoir quand même des positions là-bas qui pourront nous permettre. On est peut-être aujourd'hui des cobayes, mais j'aimerais que demain, vous qui êtes un peu plus jeunes que nous, vous puissiez peut-être le faire mieux que nous, quoi. Voilà. Et excusez-moi, Joe avait prévu de prendre des questions, mais je vais suivre un petit peu sur ce que disait John, parce que c'est très important. Je pense que c'est aussi notre profil d'entrepreneur. Moi, je suis avocat indépendant, mais j'ai travaillé dans des groupements qui avaient des formes de coopératives. Et je sais aujourd'hui, et je peux lire OHADA, et j'ai vu qu'il y avait aussi je réponds déjà à certaines questions qui étaient posées en direct. Je vais prendre juste la définition d'une coopérative telle qu'elle est définie dans OHADA. La coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement autonomes, donc de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une entreprise, je peux même prendre une entreprise classique, je peux être gérant d'une SARL, mais mon statut ne sera pas nécessairement celui d'employé, mais il peut être celui d'indépendant, d'un point de vue purement juridique. Donc, ce sont des statuts différemment. Donc, quand on parle d'indépendance, ce sont des travailleurs indépendants, effectivement, mais qui peuvent être réunis autour d'une coopérative qui, elle, aura un statut particulier, qui va payer les droits sociaux, qui va organiser tout ça. Donc, d'un point de vue juridique, et là, je parle d'un point de vue juridique strict, tous les travailleurs creuseurs, ils n'ont pas de statut puisqu'ils ne sont pas enregistrés. Donc, mais ils sont indépendants, mais ils ne sont pas indépendants d'un point de vue formel. Mais s'ils devaient avoir un statut, ce devrait être des travailleurs indépendants, même dans notre législation. Je parle, Sodeco est là. Sodeco connaît peut-être, et Joe connaît un petit peu mieux la législation du travail, et peut-être même Madame Maïga ici, et ça, c'est d'un point de vue juridique. Et d'un point de vue aussi pratique, je rejoins complètement John. Aujourd'hui, nous savons un pays, et même Kinshasa aujourd'hui, si on prenait rien que Kinshasa, on ne parle même plus de mine là, la plupart des emplois sont des emplois informels.
Ces gens sont des petits entrepreneurs qui, chaque mois, chaque jour, travaillent jusqu'au petit monsieur qui vend, au monsieur, je ne sais même pas pourquoi j'utilise petit, au monsieur qui vend des papiers mouchoirs dans la rue. C'est un entrepreneur. Un travailleur qui pourrait être considéré d'un point de vue légal comme un travailleur indépendant et sur qui l'État serait en droit de taxer ou d'appliquer un certain nombre d'éléments. Donc ces gens-là sont des travailleurs, sauf qu'ils n'ont pas réussi à être captés parce que l'organisation étatique ne permet pas de les capter. Alors aujourd'hui, si on veut en créer des employés, on va recréer le désastre qu'on a eu et qui vient d'être signé avec la Jacamine, où on voit des personnes qui avaient un ravitaillement tous les mois, qui avaient ça, qui étaient nourris comme des petits-enfants et qui, lorsque la Jacamine n'était plus en mesure de le faire, se sont retrouvés dans des situations particulièrement précaires. Donc, on doit sortir de cet état de fait. Et aujourd'hui, parce que le boom minier énergétique, on ne l'a pas encore vu. Il est en train d'arriver avec tous les changements qui sont en train d'arriver, les batteries, etc., qui fait qu'il y aura des besoins. Des rapports de la Banque mondiale montrent qu'on a besoin de plus de 300% en termes de besoins. La demande réelle, et je ne parle même plus spéculative, en termes de minerais tels que le cuivre, le cobalt ou autres, devra augmenter à au moins 300% pour satisfaire à la demande d'ici à 2030. Rien que pour l'industrie automobile. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail exceptionnel qui est là, il y aura beaucoup d'activités, il risque d'y avoir encore une recrudescence de tout ce qui est travail artisanal, et c'est là où ça revient à la question qu'on m'a posée initialement. C'est le rôle de l'État d'encadrer, au travers de structures comme des comptoirs, au travers d'autres choses, au travers de soutenir des chefs d'entreprise comme John, comme Ben, à poursuivre leur activité, à leur donner, et c'est là où le problème existe pour nous, c'est des incentives fiscales. Si aujourd'hui John devait parler, je suis sûr qu'il a tous les tracas et les tracasseries fiscales lorsqu'il veut mettre en place en réalité un certain nombre de choses. Donc on permettra plus facilement à des gros miniers ou à des entrepreneurs étrangers d'encadrer ou de trouver le moyen de se donner bonne conscience du point de vue de la responsabilité sociale, plutôt que d'aider des locaux, des Congolais, à mettre en place tout cela. Parce que fondamentalement, au final, ce sont nos propres frères qui travaillent dans des conditions précaires. Les sociétés internationales, quelles qu'elles soient, n'en ont cure. Donc, ça relève de notre responsabilité au départ. Merci, merci, vraiment. Mianda, vas-y. J'allais proposer justement que notre participant, M. Papi Kombi, puisse adresser donc sa question à John, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joe. Ok, donc on va donner donc à Papi Kombi, ou Papi Kombi, pardon, on va lui donner la parole, c'est ça? Exactement, s'il est toujours en ligne. Oui, il est en ligne. Si vous êtes toujours avec nous. J'ouvre son microphone. Voilà, Joe va vous permettre de poser directement votre question aux panélistes. Voilà, monsieur Papi. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Oui, je suis là, s'il vous plaît. Je suis là. Voilà, bon, si vous pouvez brièvement poser votre question parce qu'il y en a beaucoup et on a envie de pouvoir en prendre au moins 4 ou 5. Ok, d'accord. La première question, je la posais à Madame Maïga, comme elle fait partie des organismes internationaux. Nous avions constaté qu'il y a une sorte de disparité en ce qui concerne les initiatives pour essayer d'assainir les secteurs miniers artisanaux. Y a-t-il pas moyen qu'il y ait en amont une concertation, par exemple au niveau de la RDC, tous les partenaires qui sont disposés à aider les secteurs à évoluer de façon à se concerter, de façon à ce que les efforts soient mis ensemble de façon à ce que ça puisse bénéficier. Parce que qu'est-ce que nous avions constaté? Hormis les initiatives, il y a aussi les arrêtés pris par le ministre qui consistent à, par exemple, en ce qui concerne les prestataires des initiatives de traçabilité des certifications. BGR est arrivé depuis 2010, il a tenté de mettre en œuvre des CTC, système de certification et de traçabilité des minerais, des filières aurifères, cupro, cobaltifères et stanifères. Mais on constate que de plus en plus, le CTC qui était censé être un système national est mis en compétition avec d'autres systèmes qui arrivent, ITSKI, UTOA du gouvernement congolais. Alors c'est pourquoi, d'après nous, nous pensons que est-ce qu'il n'y a pas moyen, je vais chuter, il n'y a pas moyen
de mettre ensemble toutes ces initiatives pour les rendre efficaces. Merci, M. Papi. Je ne sais pas si je peux continuer avec la deuxième question avec M. Serge. Si elle est très brève, en tout cas. Oui, d'accord. Il faudrait peut-être donner l'opportunité à d'autres participants d'en poser ne fût-ce qu'une, que là aussi, on est derrière le temps, donc on va essayer de répondre à la question que vous avez posée et peut-être qu'on pourra vous reprendre après. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Écrivez-la dans le Q&A, comme ça M. Serge pourra répondre directement aussi dans le Q&A. Ok, d'accord. Merci. Alors, on va prendre Madame Maïga, est-ce que vous pouvez répondre à la question de M. Papi? Oui, rapidement pour dire à M. Papi que nous partageons son point de vue. Nous faisons le plaidoyer que les initiatives qui sont menées dans le secteur soient faites sous le leadership de la partie nationale. Pour l'OIT, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau. Il appartient à la partie nationale de pouvoir s'organiser pour superviser tout ce qui se passe dans un secteur aussi stratégique que celui-là. Et ce plaidoyer, nous l'avons fait en ce qui concerne, par exemple, les questions de lutte contre le travail des enfants, parce qu'on a noté qu'il y a des initiatives nationales, il y a des ONG nationales qui interviennent dans le secteur. Vous avez de nombreuses ONG internationales, vous avez des agences du système des Nations Unies qui travaillent, vous avez des initiatives des pays consommateurs qui sont aussi là. Alors, ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir apprécier quel est l'impact de toutes ces initiatives. Alors, nous pensons qu'il doit y avoir une coordination dans les différents secteurs et activités qui sont menées et que cette coordination doit être suscitée par la partie nationale pour mettre tous ces partenaires autour de la table. Peut-être rapidement, juste réagir aux deux autres intervenants. Je n'ai jamais parlé d'emploi salarié. J'ai bien dit, les mines, tout le monde ne peut pas aller dans les mines. Donc, il y aura juste quelques-uns qui vont rester dans les mines. Vous avez bien dit ce que c'était qu'une coopérative. Une coopérative est une entreprise. Je pense que les artisans miniers sont des entrepreneurs coopératifs. Pour moi, ce n'est pas des salariés de la coopérative. Ce que je dis, c'est que le travail indépendant, passer d'une coopérative à une autre, ne permet pas de réellement avoir tous les avantages et tout l'accès à des services sociaux de base auxquels ils peuvent aspirer. Mais la grande majorité d'entre eux devra se réinsérer dans d'autres secteurs, à travers l'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur agricole, à travers l'entrepreneuriat dans le BTP, à travers l'application de la loi de sous-traitance dans différentes activités indirectes du secteur minier. Il n'y a pas beaucoup d'emplois salariés au sens employé d'une entreprise. Ça n'a jamais été mon propos, si c'est ce qui a été compris. Je suis vraiment désolée, mais je crois avoir bien insisté que ces nombreux travailleurs artisanaux ne pourront pas rester, les coopératives ne pourront pas absorber tout ce monde-là. Juste une petite précision que je voulais apporter. Bien, d'ailleurs, nous avons un commentaire d'un intervenant qui disait... M. Derlin Poutou-Kissa qui disait, de son point de vue, les deux arguments d'avoir employé et entrepreneur ne sont pas incompatibles. Pourquoi pas les concilier tous les deux? Est-ce que c'est possible d'avoir les deux? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un modèle hybride au lieu de penser emploi ou encourager juste l'entrepreneuriat? Juste un commentaire en passant. Très bien. Et la prochaine question. Un petit commentaire juste pour accompagner ce que Mme Maïga venait de dire là. Il y a quand même un cadre. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il n'y a pas un cadre au niveau du gouvernement. Au niveau du ministère, il y a ce qu'on appelle, on a développé des expériences, ce qu'on appelle des comités de pilotage qui sont pratiquement dans toutes les provinces. Et dans ces comités de pilotage, c'est un cadre en tout cas approprié où nous avons les gouvernements, la société civile, et tout ce qui sont un peu dans la chaîne d'approvisionnement comme opérateurs miniers. Et généralement, ces questions-là se gèrent dans ce cadre-là. Et avec aussi une implication du CMAP, qui est les services spécialisés pour encadrer les exploitants artisanaux. Mais ce qu'il faut faire par contre, et c'est là franchement qu'il faut qu'on travaille beaucoup avec les intervenants, surtout multilatéraux, il faut qu'on évite qu'il y ait duplication de certaines expériences. Si par exemple, on a quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose qui marche très bien dans tout ce qui est traçabilité, tout ce qu'on peut faire, on peut avoir un ou des opérateurs, parce qu'on ne les dit pas assez. Tous ces coûts-là aussi, il est payé par ceux qui sont dans la chaîne d'approvisionnement au niveau national. Juste pour vous donner une indication, nous qui sommes dans la chaîne au niveau du pays,
il nous arrive à payer à peu près 82% du coût. Donc, en termes finalement de ce que les exploitants artisanaux devaient avoir, c'est eux qui sont à la fin pénalisés. Alors que nous avons les fleurons de l'industrie qui sont en Californie là-bas, comme Apple, Intel, qui contribuent juste à peine à moins de 20%. Et ça, c'est des questions que nous relevons souvent, mais bon, malheureusement, on nous dit, écoutez, c'est vous qui posez des problèmes, vous devez trouver des solutions aussi. Et là, il faut avoir une approche intégrée. On a aussi des partenaires multilatéraux qui aident un peu pour éviter qu'il y ait non seulement une duplication d'initiatives, mais éviter en même temps qu'il y ait, comme on dit, des coûts surélevés qui passent un peu dans la chaîne localement. Merci beaucoup, John. J'ai une question ici, d'ailleurs, que je pense que je vais te poser à toi. C'est une question qui vient de Meshak Bill Kime, qui dit qu'il croit que le Congo a besoin d'un plan stratégique bien défini pour développer durablement tous nos gisements minéraux. Nous sommes assis sur des billions de dollars, gisements minéraux inexploités, mais nous avons du mal à utiliser à peine le cuivre et le cobalt. Sa question, c'est que font le gouvernement et la FEC pour attirer les bons cerveaux congolais pour y parvenir? Quel est le plan après les mines? On en a discuté un tout petit peu. Pourquoi sommes-nous si paresseux? Il dit. John, que penses-tu? Je vais répondre, Joe. Vas-y, s'il te plaît. La mine, c'est très complexe. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, Serge va vous le dire aussi, il faut qu'on arrive d'abord à déterminer ce que nous avons comme réserve. Et là, malheureusement, on ne le sait toujours pas. Après qu'on ait déterminé la réserve, on se dit, voilà, on va travailler pendant combien d'années? Il faut y arriver. Il faut de l'investissement, il faut du cash. Serge l'a relevé un peu, je ne voudrais pas revenir sur ce débat-là. Je vais peut-être vous demander un peu qu'on en parle peut-être ultérieurement. Tout ce qui est un peu comme tracasserie par rapport à notre régime fiscal, je ne voudrais vraiment pas y revenir. C'est un parcours de combattants. Donc, il faut d'abord qu'on fasse un effort. Les gouvernements ailleurs, dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassurent d'abord pour déterminer quelles sont les réserves. En ayant déterminé les réserves, on se dit, mais qui a la capacité technique et financière pour investir dans tel domaine? On l'identifie. Et cette personne-là, on regarde un peu, on fait ce qu'on appelle les KYC, les due diligence, se rassurer effectivement qu'il va honorer ces engagements-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je n'aime pas beaucoup en parler. L'expérience, un peu comme on dit, de cette ouverture par rapport au secteur privé, est la moins rapportée au pays. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces questions-là n'ont pas été tenues en compte. Pour savoir, on a bradé pratiquement un potentiel qui était exceptionnel à des prix des cacahuètes, si vous me passez l'expression. Et aujourd'hui, nous sommes en train de gérer ces conséquences-là. Alors que si les gouvernements avaient bien géré ces questions-là, on pouvait y arriver. Alors, pour revenir, qu'est-ce qui manque au niveau de la FEC, au niveau on a des élites, en tout cas, qui peuvent faire ce travail-là. Mais je voudrais revenir sur une question qu'on ne doit pas éluder aussi. Nous devons impérativement investir dans l'éducation. Nous sommes un pays minier. Combien d'ingénieurs nous sortons là? Très peu. Nous sommes un pays minier. Serge a parlé de l'automatisation aujourd'hui. Combien de gens qui nous sortons qui sont ingénieurs aujourd'hui qui peuvent nous accompagner dans cette automatisation-là? Après les mines, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on parle un peu de ces basket funds et les fameux fonds pour les générations futures et tout. Tout ça, il faut qu'on ait une vision qui soit la plus cohérente pour se rassurer qu'après les mines, les générations qui vont venir vont en bénéficier. On a des exemples. On a des pays comme aller en Norvège, vous allez voir un peu comment ça se passe. Et on peut le faire, on peut y arriver. Il nous faut de la discipline. On ne va pas peut-être revenir là-dessus beaucoup aussi. Il faut aussi être très transparent dans notre démarche. Il faut améliorer notre gouvernance aussi dans le secteur. Bon, c'est passionnant. Hein. Je trouve qu'en 2 heures, on ne peut pas tout faire. Mais c'est déjà bon qu'on puisse, ne fût-ce que j'étais, comme on dit, des jalons des discussions futures. Non, impérativement. Alors, on va faire encore une dernière question avant de laisser nos 3 panélistes donner leur mot final. Alors, la dernière question, c'est juste par rapport à ça. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé des problématiques des zones d'exploitation, des artisanaux qui posent problème parce que le gouvernement qui s'est engagé, et d'ailleurs c'est un propos que Ben lui-même, Ben Mongachouchou, qui devait être avec nous, qui malheureusement a été en dernière minute, qui n'a pas pu, il a été retenu pour une réunion importante. Et en fait, le gouvernement n'arrive pas à faire migrer en fait les artisanaux vers leur zone, vers des zones appropriées.
Ça a été une problématique que j'espère que Serge va pouvoir nous donner son avis dessus. Et également, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que l'EGC, est-ce que le modèle de l'EGC est un modèle qui va fonctionner? En même temps, ça répondra aussi à une autre question d'un des autres participants qui parle de la problématique de fixation de prix des intermédiaires qui est souvent unilatérale et qui donc amène les créateurs dans la précarité. Serge l'avait aussi soulevé. Donc Serge, si tu peux en 2 minutes brosser la problématique des zones artisanales qui ne sont pas données et qui rendent difficile pour les concessionnaires miniers de faire leur travail parce qu'ils continuent à avoir les créateurs ou les artisanaux miniers dans leurs concessions. Et penses-tu que l'EGC sera une réussite? 2 minutes. Je vais commencer par EGC. Laissons la chance à EGC de faire valider son modèle. Et ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des discussions avec plusieurs coopératives existantes et c'est là où on retrouve l'intérêt des coopératives qui fait que ça fonctionnera. En RDC, ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est simplement la mise en œuvre. Donc, je pense qu'il y a des gens compétents autour de ceux qui ont été choisis pour mettre en place EGC. Pour moi, j'avais une vision un petit peu, je ne pense pas que ça devait être rattaché à une société existante qui a ses problèmes, ses difficultés, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais on va laisser la chance à EGC d'avancer et voir un petit peu comment ça bénéficiera aux coopératives qui sont associées à ce projet, d'autant que la loi a permis de mettre en place tout ce qui est minerai stratégique. Le cobalt aujourd'hui est un minerai stratégique, donc ça veut dire qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Alors, pour la problématique, et la première problématique aujourd'hui, la première partie de la question qui est celle des artisanaux sur les sites dans lesquels ils sont. Serge, oui. Si je peux juste t'interrompre pour dire quelque chose par rapport à EGC, je partage ton avis, mais il y a aussi un component qui manque par rapport à EGC, c'est l'autorité de régulation. Il y a un décret qui avait été mis en place et il fallait mettre en place une autorité de régulation qui puisse permettre à ce que les exploitants artisanaux, effectivement, aient un prix qui réponde un peu au prix international. Bon, on ne va pas revenir sur ces débats, mais je voudrais juste rajouter ces petits éléments-là, quoi. On attendait au fait que cette autorité de régulation soit mise en place, mais malheureusement, bon, ça a pris beaucoup plus de temps jusqu'à aujourd'hui. Et ça paralyse un peu, comme on dit, le fonctionnement de l'EGC aussi. Exactement. On se retrouve, c'est vraiment la mise en œuvre qui est compliquée. C'est un point particulier. Ce n'est pas les idées, ce n'est pas parfois les textes, ce n'est pas les milestones qui sont nécessaires de mettre en place qui manquent, mais c'est parfois l'exécution aussi qui est problématique et on va exécuter quelque chose à moitié, donc on ne peut avoir qu'un résultat qui sera bancal, voire pire que ça. Alors, pour la première partie, le gros problème, et ça revient encore à ma première intervention, c'est qu'est-ce qu'un mineur artisanal? C'est un minier a des obligations particulières, qui fait que lorsqu'il obtient son permis de recherche et son permis d'exploitation, il y a des obligations, je dirais, environnementales qu'il doit respecter. Donc, à partir du moment où vous avez une exploitation sauvage, vous avez automatiquement un problème sur les sites et vous avez un certain nombre de choses qui se passent et qui sont complexes. Alors, exploitation sauvage peut être là où quelqu'un n'a pas de droit ou à l'exploiter sur le droit d'un tiers, d'autrui. Et dans ce que j'ai compris de la question, on parle de l'exploitation sur le périmètre minier d'un tiers, donc le minier, je dirais, industriel qui fait encore sa recherche et qui espère à un moment pouvoir passer à une exploitation industrielle. C'est très, très complexe. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les mines dont on parle et qui sont le plus envahies, ce sont les mines qui souvent faisaient partie de ce que j'appelle l'ancien basket de la Gécamine, l'ancien panier de la Gécamine, et qui sont situées dans des zones, je dirais, semi-rurales ou urbaines, et dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui viennent. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a une exploitation minière qui se met à portée ou pas loin d'une autre ville, elle draine toujours, particulièrement industrielle, elle draine toujours un certain nombre de personnes. Ces personnes sont à la recherche de travail. Mais l'activité minière telle qu'elle est aujourd'hui devient de moins en moins intensive en termes de capital humain, à telle enseigne que ces personnes aujourd'hui sont obligées de trouver une activité et qui sera
généralement qui va aller dans cette problématique. Et une fois, et tous les miniers, toute personne, la hantise d'une personne qui a une concession minière, c'est d'avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure une invasion de creuseurs ou d'artisanaux. Donc, on a tous intérêt, en réalité, ceux qui ont des billes dans les mines, à avoir une organisation pour ce qu'on appelle des creuseurs artisanaux, à les mettre au travers d'un système qui est plutôt organisé. Et on sait très, très bien aujourd'hui qu'une grande partie des minerais qui sortent de la RDC, particulièrement les minerais qui ne nécessitent pas de beneficiation, de traitement très élevé, sont artisanaux. La production est complètement artisanale. Donc, on ne peut pas faire autrement que de tolérer ces gens-là d'une manière ou d'une autre, ou de travailler avec eux. Dans certaines circonstances, il y a des sociétés, il y a USAID qui a fait, je suis administrateur d'une autre société dans l'or, qui a essayé de mettre en place des programmes pour encadrer des mineurs artisanaux qu'on avait sur ce site-là. Donc, fatalement, on a essayé, et le CEO a tout fait de cette société que je ne citerai pas ici parce que je n'ai pas parlé avec lui, mais il a tout essayé pour mettre en place des solutions pour pouvoir encadrer ces mineurs artisanaux. Mais c'est compliqué parce que les minerais qu'ils vendent sont des minerais que je caractérisais de volatiles. Pas nécessairement en termes de prix, mais c'est aussi des minerais qui ont une incidence, sans aller trop loin, sur la stabilité politique de certaines régions. Donc, il y a un certain nombre de points qu'il faut pouvoir couvrir pour pouvoir encadrer correctement ces miniers artisanaux. Et encore une fois, ça rapporte beaucoup d'argent. Ils rapportent énormément d'argent. Merci, Serge. Le reviennent un petit peu. Voilà. Merci, Serge. Alors, malheureusement, le temps que nous avions pour ce 7e webinaire est fini. Nous allons quand même demander, je pense, Mianda, que nous allons demander à nos 3 participants de pouvoir quand même dire un dernier mot, chacun à son tour, pour clôturer cette belle session riche et pleine d'informations. Mianda, je te laisse le choix de choisir la personne qui va commencer. Moi, j'ai très mal à choisir. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'on aimerait les réinviter encore une fois. Parce que comme on l'a constaté, le temps est passé trop vite. Nous avons des dizaines de questions qui sont posées par les participants auxquelles on n'a pas apporté des réponses ici. Nous invitons quand même les panélistes, en fait, les participants à nous envoyer leurs questions et nous allons essayer de les transmettre donc à nos panélistes. Et nous aurons une autre opportunité de discuter sur toutes les questions qui sont relatives à la thématique d'aujourd'hui. Alors, j'ai une inclinaison d'aller vers Maïga. Je ne vais pas dire que c'est biaisé parce que c'est une femme comme moi, mais parce que je n'ai pas entendu sa voix, ça fait un petit moment, parce que les hommes, vous êtes tous très passionnés, elle-même, vous êtes très passionnés sur les questions relatives à la thématique. C'est très encourageant. Et nous, on aimerait vous entendre encore, mais j'aimerais bien que ce soit Maïga qui commence. Always ladies first, comme on dit. Je ne suis pas biaisée, je ne suis pas biaisée. Je ne sais pas dire pourquoi, mais je crois que j'aimerais bien que ce soit elle qui commence. Je suis sûre que les 2 autres panélistes, gracieusement. Gracieusement. Remercier vraiment toute l'équipe d'organisation. Mianda, ça faisait quand même presque plus de 2 ans, 3 ans qu'on ne s'est pas… Oui, ça faisait quelques temps, oui. Quelques temps qu'on ne s'est pas vu sur d'autres enjeux, toujours du monde du travail. Merci. Les 2, Serge et John, effectivement, il faudrait qu'on continue la conversation en dehors de ça, parce que je pense qu'on a tous en cœur cette préoccupation de faire en sorte que les mines en RDC puissent vraiment profiter au maximum de Congolais. Et c'est quelque chose qui peut constituer une locomotive pour le développement social. Je ne dirais pas économique, parce que déjà, ça, c'est vraiment le développement social. Et il y a quand même des exemples ailleurs dans le monde. Moi, je sens ici qu'il y a la volonté, j'ai envie de dire, politique d'aller de l'avant avec ça. Il y a énormément de défis. Comme les 2 autres panélistes l'ont dit, c'est complexe. C'est une question qui est très complexe, qui touche beaucoup de dimensions. Et je pense qu'avec toutes les connaissances, la volonté, l'envie de trouver une solution de toutes les parties prenantes, je pense qu'on arrivera à définir un modèle qui est propre à chaque type de minerai et qui peut profiter au maximum. Merci pour cette belle opportunité. Merci à vous.
John, Mianda, continue, hein, tu l'as tellement bien fait. D'accord, je vais inviter John alors Oui, parce que ça, si vous me voyez. Au droit d'aînesse oblige. Dans ce cas, c'est le droit d'aînesse, on a dit. Après, on terminera par le droit tout court. Merci. Merci beaucoup. Bon, moi, je me dis toujours que nous sommes un pays béni, si vous me passez l'expression, mais je ne voudrais pas qu'on continue toujours à parler du potentiel. Notre responsabilité comme entrepreneur, c'est voir un peu comment est-ce que nos mines peuvent non seulement contribuer de manière significative à résorber la situation qui est très difficile. Moi, je suis de l'Est. Vous savez que notre histoire a été très difficile par rapport aux 20 dernières années. Et mon implication était de voir comment est-ce que nos mines peuvent contribuer aussi à pacifier non seulement notre pays, mais c'est aussi à réduire un peu la précarité dans laquelle nous vivons. C'est vraiment un leitmotiv que j'ai. J'y crois fermement. Je suis engagé dans plusieurs initiatives depuis plus de 15 ans, mais aussi des mines qui pourront créer de vrais entrepreneurs de demain, qui pourront permettre effectivement que cette culture d'entrepreneuriat aussi soit effective chez nous. Voilà, je m'arrête là. C'était bien court, mais c'était bien clair aussi. Merci encore à John. Bon, last but not least, on va donc donner la parole au droit lui-même. Serge? En fait, moi, mon propos, c'est vraiment de vous remercier pour l'invitation, remercier tous les intervenants, John, Madame Maïga, Mianda, Joe, qui avait fait une modération assez intéressante et exceptionnelle parce qu'il y avait beaucoup de questions et je pense qu'il y a de la frustration peut-être à ceux qui ne voient pas leurs questions adressées. Donc, c'est aussi leur dire que ça fait partie malheureusement des règles du jeu de ce type de webinar et on aura peut-être l'occasion de pouvoir répondre à certaines questions à côté. En ce qui concerne le sujet, je pense que c'est un sujet particulier. On doit se mettre à l'esprit qu'on aura de toute manière pendant des années des mineurs artisanaux qu'on doit amener vers une forme d'industrialisation. Et finalement, la réponse est dans le code minier. Le code minier vous parle de la petite mine, de la mine semi-industrielle et de la mine industrielle. Il faut amener ces minerais industriels, du moins de petites mines, c'est comme ça que je vais les appeler, à atteindre le niveau de l'industrialisation. Et ça, c'est le rôle qu'on a au travers de ce genre de débat, au travers d'échanges d'idées. On ne sera pas toujours d'accord. On aura des organisations internationales qui ont aussi leur mandat et leur vision, qui ont des modalités qui existent depuis des années, et nous aurons aussi une vision qu'on veut construire. Le problème des miniers internationaux, c'est aussi, du moins artisanaux, c'est aussi quel Congo on veut construire. Et l'expérience de personnes comme John, qui travaillent et qui ont vécu dans des circonstances beaucoup plus complexes, était très importante. Donc c'est pour ça que je m'arrêterai là, et encore une fois, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Serge. Merci à tout le monde. De ma part, je suis vraiment restée sur ma... Alors, Mianda, on t'a perdu. Bon, je vais clôturer. Peut-être qu'elle pourra revenir. Merci à vous tous. Merci aux participants. Comme Serge l'a dit, il y a eu beaucoup de questions. On n'a pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions. Mais on a pu atteindre notre objectif, c'est avoir un dialogue. Et c'est exactement ce que Kelo Bantu est. C'est la création. Allô? Oui, Joe, tu vas nous dire au revoir? Oui, je vais dire au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un problème avec mon Internet. Alors, j'étais juste en train de dire que merci à tout le monde. Merci aux participants. Et comme l'a dit Serge, nous n'avons pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup, mais on a réussi à atteindre notre objectif qui est l'ouverture et la création d'un dialogue. Et c'est ça qui est important et c'est ce que Kelo Bantu est. C'est ce dialogue social que nous devons avoir où tous les acteurs participent. Alors, par rapport à ça, concernant juste les mines, nous pensons et nous espérons qu'en 2021, nous allons pouvoir nous rendre physiquement dans le Grand Katanga, au Lualaba ou au Katanga, et continuer à avoir des conversations et des tables rondes sur les sujets par rapport aux mines et essayer d'écouter surtout les personnes qui travaillent dans les mines afin de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue.
et que les gens puissent communiquer ensemble. J'espère aussi pouvoir le faire au niveau de l'Est, chez John, là où aussi on va travailler, et ainsi que dans tous les autres secteurs d'activité. Donc, Nkelo Bantu n'est pas que pour les mines. Nkelo Bantu est vraiment une plateforme qui a envie de rassembler l'employé, l'employeur, les institutions internationales, le gouvernement, et voire même la diaspora dans un vrai dialogue pour pouvoir trouver les solutions pour développer notre pays. Donc, encore une fois, je vous remercie. À l'année prochaine. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux pour pouvoir avoir les informations nécessaires et le programme nécessaire. Merci à toi, Mianda, pour cette année magnifique. Hein, merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début. Et encore une fois, merci à nos panélistes. Vous avez été magnifiques et on a vraiment beaucoup appris. ONIR qui nous accompagne depuis le début. Le Conseil des industries suédoises, qui est le partenaire avec qui donc l'initiative Nkelo Bantu a été développée et qui juste ici s'avère être un partenaire clé dans ce développement des dialogues sociaux autour de toutes les questions liées au capital humain. Bien sûr, à tous les autres, encore merci et bonne fête de fin d'année. Restez safe et on se reverra en 2021, Inch'Allah. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup, bye bye. Bye bye. Bye bye.